Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence Protestante pour cette nouvelle édition d'Inspiration positive. Le mois de septembre est déjà bien entamé, mais c'est encore la rentrée sur notre antenne et nous abordons la 3e saison de notre émission. Notre ambition pour cette année encore sera de vous distraire tout en vous aidant à aller mieux ou à transformer un peu votre vie. Cette année, on se retrouve le 3e mardi du mois en direct à 14h sur 100.7 FM et DAB+, comme on dit aujourd'hui. Et vous savez que vous pouvez nous réécouter en replay sur le site de la station de la radio, fréquenceprotestante.com, mais également en podcast sur vos plateformes préférées. Alors vous le savez déjà sûrement, Inspiration positive, c'est l'émission qui vous veut du bien. Une émission qui respire le bien-être, le mieux vivre, mais qui traque aussi pour vous les nouvelles tendances, recense les expériences positives et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent votre quotidien ou votre environnement plus agréable. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bébés et encore plus aux futures et aux jeunes mamans. Jeune maman pas si facile, c'est notre sujet du jour avec notre invitée Marie-Agnès Moller. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour, enchantée. Auteure d'un ouvrage à la fois sincère et désopilant qui s'intitule donc Chronique d'une jeune maman. Alors drôlatiquement illustré par Leslie Marie Roquessani, je n'écorche pas son nom. C'est parfait. Donc qui est paru en mai dernier aux éditions Contredire. Donc ça c'est chez Très Daniel. Donc Marie-Agnès, on peut rappeler pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur déjà de 2 ouvrages précédents, alors plutôt à caractère historique. Tout à fait. Un sur le Paris historique. Un sur le Paris historique et sombre, avec un petit peu le Paris gore, on va dire, maison hantée, Père-Lachaise, etc. Et un autre historique sur l'origine des superstitions. D'accord. Et vous êtes surtout, c'est ce qui vous amène ici, entre autres, la maman de Thomas, qui a 4 ans et demi aujourd'hui. Exactement. Et finalement, c'est lui, le héros de ce livre, puisque votre ouvrage se présente comme un journal intime de votre grossesse et de vos premiers pas de jeune maman. Alors, en quoi ce livre est-il différent des autres ouvrages sur la grossesse ? Parce que si je vais dans une librairie et que je regarde à maternité, je vais trouver un certain nombre de livres. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? Alors, plusieurs choses. C'est vrai que quand on va dans le rayon maternité de toute librairie, il y en a pléthore de titres. Et évidemment, la Bible de Laurence Pernoud. Mais moi, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus déculpabilisant, de quelque chose de drôle. Être enceinte, je trouve que c'est pas forcément facile. On a des périodes compliquées, les hormones, tout ce qu'on vit. On traverse des choses qui parfois sont tabous, dont les jeunes femmes n'osent pas parler. Et j'avais envie d'un livre qui me fasse rire et qui me fasse me dire oui, t'as des vergetures, mais non, c'est pas grave. Alors justement, on va parler un peu du ton, puisque votre livre, je l'ai dit, se présente comme un journal de bord. Tout à fait, ouais. On peut dire d'ailleurs un journal intime, parfois même très intime. Peut-être même trop intime. Je ne sais pas, les lecteurs aviseront. Donc vous égrenez les différentes étapes, alors quasiment de la conception jusqu'à la naissance et même après. Et chaque chapitre se réfère à un thème, ça se lit très facilement. C'est très agréable. Alors, c'est parfois cru, mais c'est toujours drôle. Pourquoi, justement, avoir choisi ce ton léger ? Parce que, justement, quand moi-même j'étais enceinte, je trouvais pas de livre qui me fasse vraiment rire et oublier mes soucis. Donc, j'avais envie... Voilà, l'épisiotomie, les couches d'une femme une fois qu'elle a accouché, tout ça, c'est quand même des trucs qui sont lourds, qui sont pas faciles, dont on n'est pas forcément prévenu avant. Et je pense qu'on peut en rire et que ça fait du bien et ça dédramatise. L'idée, c'est vraiment un livre qui déculpabilise la jeune maman. Est-ce que vous diriez que ce sont les coulisses un peu de la grossesse, les choses dont on parle pas forcément C'est un peu ça, parce que généralement, la grossesse est vue comme une longue balade, un fleuve tranquille, rose, parsemé de barbe à papa, etc. Et en fait, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments où on a envie de retrouver sa bonne vieille peau, on en a marre de ce ventre distendu, de tout ça. Et on a envie juste d'oublier un petit peu tout ça et de rire de nouveau, avec légèreté. D'accord.
On sait qu'en France, aujourd'hui, la première grossesse est un peu plus tardive qu'auparavant. Alors, les médecins diraient primiparagée. Alors, c'est pas votre cas, hein, je vous rassure. Mais ce qu'on voit également, c'est que finalement, la grossesse des femmes aujourd'hui en France est hyper sécurisée et même commandée, je dirais, par le principe de précaution. On a l'impression que le risque est partout. Est-ce que vous trouvez que c'est excessif? Alors oui, c'est sécurisant, mais est-ce que ça serait pas parfois un peu excessif? C'est excessif, je trouve que c'est anxiogène. On dirait qu'une femme enceinte, elle devrait vivre dans un scaphandre, ne pas sortir de chez elle pendant 9 mois. Le principe de précaution, il est important. Aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, etc., on sait qu'il y a certaines choses qui sont dangereuses, mais ma mère, quand elle était enceinte de moi, il y a presque 40 ans, mangeait du steak tartare et je suis en bonne santé aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait cet extrême et je trouve que voilà, on est passé d'un extrême à l'autre. Et aujourd'hui, du coup, la jeune maman, elle a peur de faire mal tout le temps. Quand on sait qu'on est enceinte, on se dit « Ah bah zut, il y a un mois, j'ai fait une fête chez une copine, j'ai bu une coupe de champagne. » Enfin, on est tout le temps dans l'hyper-contrôle et la culpabilité. D'accord, et ça c'est compliqué, c'est un peu dur à vivre sur la longueur. Je trouve que c'est dur à vivre parce que du coup, on savoure pas tous ces moments comme on le devrait. Je trouve que la culpabilité prend le pas sur le plaisir de la grossesse. Et peut-être aussi, on en parle souvent dans cette émission, la charge mentale, c'est-à-dire le fait d'avoir à penser à tout ce qui pourrait ne pas bien se passer. C'est ça. Quand on est enceinte, je trouve que c'est encore pire. Puis vous avez toujours une copine ou la factrice, ou la boulangère, qui vous raconte le dernier accouchement de Micheline, et qui s'est toujours très mal passé. Alors, ne spoilez pas votre ouvrage encore tout de suite pour nos auditeurs. On va avancer avec quelques questions encore. Vous venez de parler de votre maman. Et à plusieurs reprises, on a l'impression qu'en dernière cour, les conseils, et j'ai envie de dire le bon sens de votre mère sont parfois, alors je ne sais pas s'ils sont meilleurs, mais en tout cas ils sont plus rassurants que les mises en garde des médecins qui vous suivent. Est-ce que c'est pas ça aussi de temps en temps qui manquerait aujourd'hui? C'est-à-dire moi ce que j'appelle le gynécée. Jadis, quand les femmes attendaient un enfant, il y avait autour d'elles une mère qui était relativement proche géographiquement, une tante, une sœur. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu un peu ça? Si. Maintenant, je trouve que les femmes, au lieu de l'appeler leur mère, ou leur grand-mère ou leur tante, elles vont sur Doctissimo ou ce genre de choses. Sur des forums, en sur général. Sur des forums. Ouais. En fait, moi, le jour où j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte, elle m'a dit, je le savais, j'ai vu ta tête il y a 2 jours, je m'en doutais. Et pareil, quand j'ai perdu le fameux bouchon muqueux, ça va devenir gore. Mon médecin me dit, non, c'est pas pour ça que tu vas accoucher. Et ma mère me dit, si, tu vas voir, tu vas accoucher. Ma mère, elle n'est pas gynécologue, mais elle connaît sa fille mieux que personne. Et voilà, et elle savait mieux me comprendre, me rassurer, et voilà. Quelles ont été vos angoisses à vous quand vous étiez enceinte? J'avais peur de l'accouchement. J'imaginais une boucherie, j'imaginais des trucs horribles. Alors que maintenant... je dis pas que je ferais ça tous les jours, faut pas. Mais j'aurais plus du tout cette angoisse. J'avais peur de ça, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de manger un fromage qui serait pas pasteurisé. Tout était source de stress. Je me rappelle, 2 jours avant l'accouchement, j'ai pris la tête à mon compagnon pour qu'on nettoie la voiture, comme si avoir une Clio neuve, propre, ça allait changer la vie du bébé. Mais pour moi, c'était devenu essentiel. Alors, vous utilisez... Alors, j'aime beaucoup, je le dis pour nos auditeurs, votre livre regorge d'exemples, de métaphores, d'images, toutes plus drôles les unes que les autres. C'est vrai que... Alors, ça fait sourire, ça fait parfois grincer les dents. Quand on est une femme et qu'on est passé par là, on se dit, oui, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et notamment, il y a une expression que j'aime beaucoup. Vous dites que parfois, vous avez eu l'impression d'être comme un Kinder Surprise, c'est-à-dire, il y a un cadeau à l'intérieur, mais surtout que votre corps, et plus particulièrement votre ventre, donc on est quand même dans un sujet très sérieux, était devenu finalement une chose publique, faisant l'objet de toutes les attractions, non seulement de toutes les attentions, mais de toutes les attractions. Et c'est vrai que toucher le ventre d'une future maman, alors ça porte bonheur ou c'est courir le risque de se prendre une baffe? Moi, je pense qu'il y a des baffes qui se perdent, clairement, parce que voilà, c'est le réceptacle de son intimité, c'est ce que je dis à un moment dans le livre. Et quand on est à l'arrêt du bus et qu'il y a une dame certainement très sympathique au demeurant, elle s'est approchée de moi, elle s'est mise à toucher mon ventre. Enfin, ça m'a choquée, mais sur le coup, j'ai pas eu le répondant. Ça m'a trop laissé, l'effet de surprise. L'effet de surprise. Ouais. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais j'aurais dû dire quelque chose. C'est mon ventre, c'est
quand les gens se refont faire les seins, je ne vais pas leur toucher. Pour vérifier comment ça fonctionne. Bon, non, mais ce qui veut dire qu'à une époque où justement on est très attentif aux relations hommes-femmes, aux discriminations, au sexisme, à tout ce qu'on veut, finalement la maternité, ça reste un champ d'investigation dans lequel on peut parfois, les autres, alors on verra justement quels autres peuvent un peu tout se permettre. Oui, on dirait que la femme enceinte, elle devient... c'est un peu comme le Kinder Surprise. Souvent, on est plus intéressé par la surprise que par le chocolat autour. Et du coup, la femme enceinte, on l'oublie un peu. L'important, c'est ce qu'elle a dans son ventre, c'est ce qu'elle porte. Alors, évidemment, c'est essentiel, mais et le bien-être de la future maman, il est où ? C'est important. Pour moi, un bébé, ce dont il a besoin avant tout, c'est d'une maman heureuse, épanouie, bien dans sa peau et dans sa tête. Donc, je trouve qu'il y a un travail à faire là-dessus. On s'occupe beaucoup de ce qu'on mange, de ce qu'on boit ou pas, de ce qu'on fume ou pas, mais est-ce qu'on s'occupe de ce que la femme enceinte ressent ? Je trouve pas assez. Dans une période où justement, vous l'avez dit, c'est pas moi qui jette de discrédit là-dessus, où les hormones, elles jouent sur l'humeur. Oui, où on peut être vite fragilisé, ou... Moi, je me rappelle, j'avais ouvert un plat surgelé et j'avais versé dessus du parmesan et le parmesan était périmé et j'ai pleuré pendant 20 minutes. Donc, c'est vrai que la femme enceinte, elle a cette fragilité et je trouve qu'elle n'est pas assez prise en considération aujourd'hui. Bon, alors, je l'ai dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes né en région parisienne. Alors, on a choisi pour le titre de milieu d'émission, on va faire une petite pause. Je ne vais pas dire votre année de naissance, vous l'avez presque dit, mais en tout cas, c'était un titre quand on entendait à la radio de cette année-là. Voilà. Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Ceux qui sont suffisamment jeunes pour avoir été adolescents dans les années 80 auront reconnu bien évidemment le duo, c'était Chagrin d'amour avec Chacun fait ce qui lui plaît. C'était l'année de votre naissance, mais il est bien question de naissance aujourd'hui, Marie-Agnès Moller, avec votre livre Chronique d'une jeune maman, illustré donc par Leslie Marie Roquessani, qui est paru donc en mai dernier aux éditions Contredire, donc chez Très Daniel. Un journal intime de la grossesse, mais aussi des premiers mois de la vie d'une jeune maman à travers votre expérience et puis le parcours avec Thomas qui a 4 ans et demi aujourd'hui. Voilà, le livre va à peu près jusqu'aux 3 ans de jusqu'à l'enfant. ses 3 ans. C'est son entrée en maternelle ? Oui, c'est à peu près ça. Un autre déchirement. C'était autre chose. Ce sera le tome 2. Voilà, qui nécessitera un autre ouvrage. Alors, au travers de votre expérience, on comprend que la maternité, vous l'avez déjà dit en première partie d'émission, n'est pas forcément ce chemin parsemé de roses ou de choux que nous décrit la légende. L'envers du décor et puis ses petits travers sont éprouvants pour la santé, la pudeur ou le moral. Ils en prennent un coup des fois. Et c'est souvent occulté. Est-ce que vous avez eu la sensation qu'on ment aux femmes ou qu'on leur dit pas vraiment tout ? Moi, je dis qu'on leur dit pas tout. Enfin, moi, je pensais pas que moi aussi, je porterais des couches en sortant de la maternité. C'est des choses, on ne nous prévient pas. Pourtant, il y a les cours d'accouchement sans douleur et l'aptonomie. On fait plein de choses avant pour se préparer, mais en fait... il y a un genre de complot, je sais pas, pour éviter que les femmes arrêtent de se reproduire, mais il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre. Et l'idée du livre, c'est justement, c'est de prévenir un petit peu, mais surtout de pas faire peur. C'est-à-dire que c'est un livre qui est fait vraiment pour rassurer, avant tout. Voilà. L'humour, ça aide aussi à prendre du recul. Ah oui. Oui, ça permet. C'est le meilleur des médicaments. Franchement, il y a pas mieux, quoi. Donc. Bon, une fois sous péridurale, on rigole un peu plus facilement aussi, mais c'est vrai que ça permet de se détacher, ça permet de souffler un grand coup. Enfin, pour moi, c'est la meilleure des thérapies dans plein de domaines. Alors, il y a de nombreux chapitres qui sont émaillés des conseils que vous recevez, alors souvent sans ménagement, que ce soit de vos proches ou de parfaits inconnus. Vous parliez tout à l'heure de la factrice ou de la petite dame qui attend à l'arrêt de bus. Pourquoi est-ce qu'on s'autorise à tout dire à une future ou à une jeune maman, voire à la culpabiliser ? C'est la femme enceinte, elle porte le miracle de la vie, donc j'ai l'impression que sous ce prétexte... tout le monde se sent l'envie de lui parler.
Je sais pas, c'est un petit peu comme la bosse du bossu qu'on a envie de toucher, quoi. Il y a quelque chose d'un petit peu magique. Les gens sont attirés, les regards, les mains et aussi les conseils de tout le monde, quoi. Un petit peu trop même. Et qui sont parfois contradictoires. Oui, du coup, on ne sait plus qui écouter et on ne s'écoute plus soi-même, surtout. Et moi, ce que je me disais souvent, c'est mais en fait, la mère, c'est moi, donc je vais essayer de m'écouter moi. Alors, je dis pas que j'y arrive à chaque fois. Mais finalement, il faut qu'on suive son instinct, sa voix intérieure, quoi. Oui, mais ce qui est en même temps difficile quand c'est un premier enfant. Parce que cette expérience-là, on l'a pas. C'est quand même une expérience qui ne s'apprend pas. Alors, vous parliez d'ouvrages célèbres depuis des décennies où les mères sont censées avoir les informations de base. Mais finalement, ce métier-là, il ne s'apprend pas. Il se vit, il se découvre par l'expérience. C'est ça. Et puis, ça change. C'est-à-dire que quand ma belle-mère m'a vu la première fois donner un biberon à mon fils sans l'avoir fait chauffer avant, elle a failli crier au scandale, parce qu'à l'époque, ça se faisait. C'est pareil, des fois on met les bébés sur le ventre, des fois on les met sur le dos. Ça change tous les 6 mois. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. Donc je pense que le mieux, c'est de prendre les conseils, mais pas pour argent comptant. Et puis après, d'en tirer soi-même le meilleur et surtout de les mêler à son instinct et à sa propre voix intérieure. Alors, vous venez d'en parler, donc je saisis la perche. La jeune maman et sa belle-mère, est-ce que c'est un duo qui fonctionne ? Ah, c'est un duo de choc. C'est Stone et Chardin qui s'arrachent les cheveux. Non, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est normal, je pense que... Et puis même des fois, entre une fille et sa mère, entre une fille et sa sœur, entre une fille et son amie... Parce que toute maternité est différente, toutes les femmes sont différentes, donc personne ne va vivre les choses de la même manière et n'aura le même avis sur la question. Donc, je pense qu'il vaut mieux des fois éviter d'entrer dans certains débats et clore le sujet rapidement. Alors, peut-être pour, on va dire, amuser celles de nos auditrices qui seraient dans ce duo et parfois cette confrontation avec leur propre belle-mère, une anecdote à ce sujet. Une anecdote, je suis à la maternité, je viens d'accoucher d'un merveilleux petit garçon et puis elle me dit... T'es sûre que t'as accouché ? Parce que j'avais encore mon ventre de grossesse qui n'était pas tout à fait dégonflé. C'est des petites piques comme ça, mais voilà, ça met le sel entre une belle-mère et sa belle-fille. Alors, ça aborde aussi la question plus largement. Et dans votre livre, alors je l'ai dit, qui est drôle, qui est léger, qui, par l'humour, aide à prendre du recul, qui peut être un peu cru parfois, mais toujours, j'ai envie de dire, dans le bon sens. C'est-à-dire, ça va dans la bonne direction et c'est aussi pour être informatif. La maternité chez vous, ça... télescoper votre histoire personnelle, votre histoire de couple, votre histoire familiale. Et là, on est sur quelque chose qui est plus sérieux, mais on parle toujours de ce lien très ténu entre la vie, la mort, ceux qui sont là, ceux qui partent. Ouais. Vous avez dit, moi, la maternité, ça a changé votre vie, ça c'est clair. Accueillir un être nouveau dans sa famille, mettre au monde un enfant, devenir mère et père aussi, d'ailleurs, on peut le dire. Tout à fait. C'est quelque chose qui bouleverse totalement une existence. En tout cas, dans la vôtre, vous dites ça a remis chacun à sa place. Est-ce que ça, vous voulez nous en parler ? Parce que j'ai l'impression que c'est assez fréquent qu'à l'occasion de l'arrivée d'un premier bébé, des parents, et parfois des grands-parents, que ça entre en résonance avec des histoires personnelles. Bien sûr, déjà la grossesse, pour moi, ça a été un parcours de résilience parce que j'étais veuve avant de tomber enceinte, donc j'avais perdu mon premier mari alors qu'on voulait faire un enfant. Donc la grossesse, il y avait cette problématique-là déjà à gérer. Ce projet-là, vous l'aviez eu avant avec quelqu'un d'autre ? Voilà, ce projet, je l'avais eu avant quelqu'un d'autre. Il n'avait pas pu se concrétiser. Et du coup, je ne me laissais pas forcément le droit de le vivre enfin avec un autre homme. Donc, il y a eu déjà ces éléments-là. Et puis, dans ma vie familiale, dans mon histoire familiale, les femmes, il y a eu toujours des choses difficiles avec la grossesse. Ma grand-mère avait perdu déjà 2 enfants, etc. Donc, on est toujours avec une valise. Et du coup, je pense que quand on est enceinte, c'est la valise de la maternité, elle est encore plus lourde. Et là, en fait, le fait de devenir maman, j'étais plus la fille d'eux, j'étais plus la veuve d'eux, j'étais la maman de Thomas. Et en fait, ça a remis les cartes sur table, ça a remis les choses en place. Moi, ça m'a évité de continuer à me regarder le nombril et à me plaindre parce que la priorité, c'était changer la couche, donner le biberon. Et pour moi, ça a été une thérapie aussi. Donc ça a remis chacun, ça a redonné Exactement, sa place à chacun, tout à fait.
Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans votre livre, qui revient à plusieurs reprises, c'est que vous êtes très doué pour constituer des listes. Ah, j'adore ça. Alors, il se trouve que moi, j'aime aussi les listes, parce que de temps en temps, ça permet de faire le point ou ça permet d'avoir des idées. Alors, vos listes font sourire, mais elles aident aussi à dramatiser. Je donne quelques exemples que j'ai pris au hasard. Par exemple, vous avez fait une liste de pensées positives. Donc ça, c'est pendant la grossesse. De pensées positives pour après l'accouchement. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Comment je vais pouvoir manger des sushis, je vais pouvoir m'épiler les jambes sans faire la grue, je vais pouvoir sortir avec mes copines et boire un petit coup. C'était un petit peu comme la carotte qui m'attendait après l'accouchement et après ces 9 mois de grossesse. Et ça me faisait du bien dans les moments de déprime, ça me remontait le moral. Donc ça aidait à tenir. Donc ça, c'est quelque chose que vous conseillez aux futures mamans là, qui sont de faire la petite liste de tout ce qu'elles ont envie de faire après. Ça fait du bien. C'est thérapeutique là aussi. Alors j'en ai piqué une autre. Il y a ce que vous appelez les aveux mea culpa. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, par rapport à la culpabilité. Alors, on va prendre un exemple, mais qui est assez courant. C'est le choix d'allaiter ou pas. C'est-à-dire, c'est le fait de donner le biberon ou d'allaiter son bébé. Il y a eu des tendances, ça change, ça évolue beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on incite beaucoup les femmes pour plein de raisons à allaiter. Certaines n'en ont pas l'envie. Et on voit qu'il y a une grosse pression sur les épaules, si je puis dire, des femmes qui ne veulent pas allaiter. Alors, c'est marrant parce que cette pression, elle est aussi sur les femmes qui veulent allaiter. Je l'ai découvert après. Mais quand on veut pas allaiter, déjà, on est une mauvaise mère, direct. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est très, très récurrent. Mais il y a aussi une pression quand on veut allaiter. Parce que, est-ce qu'on le fait assez bien? Moi, toutes mes copines ont allaité et j'ai vu quel cauchemar, des fois, ça pouvait être. Donc, en fait, la pression, elle est... Est-ce que fait jamais bien assez de poids? Est-ce qu'il mange suffisamment? Est-ce que donc c'est encore on fait jamais bien. Donc moi j'ai fait le choix de pas allaiter pour plein de raisons personnelles, mais je le regrette pas. Je voulais aussi que papa puisse donner le biberon à 3h du mat quand j'en pouvais plus. Voilà, pour moi c'était quelque chose. Je me suis jamais posé la question. C'était mon choix, mais là encore je trouve que c'est quelque chose de personnel, de très intime, et les gens n'ont pas à donner leur avis, quoi. Et ce qu'on entend dans vos propos, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se positionner, en fait. C'est ça, à dire oui, je vais allaiter ou non, je vais pas allaiter. Et c'est pas à me justifier, c'est mon choix, c'est intime, j'ai des raisons et je vois pas pourquoi je les livrerais comme ça au monde entier. Alors, un autre exemple des listes que vous proposez, la liste de tout ce qu'on apprend sur soi avec la maternité. Là, ça aurait pu prendre des bottoms. Ça a été un parcours de vie aussi. C'est un parcours de vie parce que on découvre des choses en soi qu'on ne soupçonnait pas. On découvre la capacité d'aimer quelqu'un plus que soi-même, plus que n'importe qui au monde. On découvre la capacité de s'angoisser juste parce qu'un caca est trop mou. Enfin, on découvre des trucs pas possibles sur soi. Et puis, on devient... Je trouve qu'on s'améliore, ça permet de s'élever d'une certaine manière. On apprend toujours, quoi. Bon. Si j'offre votre livre à une future maman, elle va pas prendre peur quand même. Non, c'est-à-dire que là, comme ça a l'air cru quand j'en parle. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'elle se marre et qu'elle oublie ses angoisses et qu'elle voit qu'en fait, toutes les femmes traversent depuis des siècles la même chose et ça va encore durer un bout de temps. Et qu'elle est normale et qu'elle est comme tout le monde et qu'il faut qu'elle se fasse confiance. Quel conseil vous donneriez à une future maman ? Une seule chose que vous auriez-vous retenu de cette expérience ? Peut-être à renouveler, parce que je suis sûre qu'on vous met la pression pour savoir quand vous allez avoir le deuxième. Évidemment, mais ça, c'est le suspense. Ça, je ne me prononcerai pas. Mais le conseil que je donnerais, c'est mets des boules qui est mentales dans ta tête et n'écoute pas les récits d'accouchement des autres, les avis de tout le monde. Écoute-toi d'abord. En tout cas. Voilà, donc c'est d'être centré sur soi et sur son bébé. Et voilà. Et se faire confiance à soi. Toutes choses qui sont plus faciles, effectivement, quand on aborde une deuxième grossesse, parce que c'est une expérience qui est hautement apprenante. Si j'en fais un deuxième, ça va être... Bon, donc on attendra le tome 2 avec impatience. Alors, Inspiration Positive, vous le savez, c'est une émission, mais c'est aussi un blog. Donc, vous pouvez retrouver d'autres informations sur ce thème et sur d'autres très approchants sur le blog de l'émission. Je vous redonne son adresse, c'est au pluriel inspirationpositive.wordpress.com et sur notre page Facebook.
Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter ou la faire écouter dans votre entourage à celle des futures ou des jeunes mamans qui en auraient le plus besoin. Donc notre émission est en replay sur le site de Fréquence Protestante, fréquenceprotestante.com, mais aussi en podcast, donc sur les principales plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je remercie aujourd'hui Emmanuel qui était avec nous à la technique. Et quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine émission. Ce sera mardi 19 octobre. Il sera question d'intuition. Justement, s'écouter et développer son intuition. D'ici là, passez une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.